Nous connaissons déjà un certain nombre de modalités pour contreventer les systèmes poteaux-poutres articulés. Il y a la triangulation, l'encastrement des liaisons ou encore le remplissage par des panneaux pleins. Mais comment les appliquer à un bâtiment complet? Faut-il trianguler l'ensemble des faces d'un bâtiment? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les faces à contreventer pour assurer la stabilité d'un bâtiment? Et quelle modalité choisir? Pour répondre à ces questionnements, ce cours est consacré au contreventement des structures de bâtiments avec un seul niveau, que l'on rassemble sous le même vocable de halle. En préambule, on identifie deux propriétés très utiles des palets de stabilité. Prenons un ensemble structurel composé de plusieurs systèmes poteaux-poutres juxtaposés. Dans le vocabulaire de la construction, on parle de plusieurs travées. Toutes les liaisons sont articulées. C'est une situation extrêmement classique dans le bâtiment. On peut observer qu'un effort horizontal appliqué à une extrémité aura pour effet de faire basculer l'ensemble. Par contre, si on bloque une seule des travées par un contreventement, c'est bien l'ensemble structurel qui se retrouve stabilisé. En d'autres termes, pour stabiliser plusieurs travées d'un bâtiment, il suffit de n'en contreventer qu'une seule. Et le positionnement de la palée n'est pas nécessairement à une extrémité. Une autre propriété importante est celle de la stabilité transversale. On propose de la mettre en évidence sur un voile, mais il en serait de même pour les systèmes triangulés ou en cadre. Ce voile est stable sous l'effort horizontal qui s'applique dans son plan. Par contre, il devient instable sous un effort perpendiculaire à son plan. Il y a basculement. Une façon économique d'empêcher ce basculement est de positionner, transversalement au voile, un autre système de stabilité qui, lui, est positionné correctement pour reprendre la nouvelle direction d'effort. Ici, nous avons mis en œuvre un second voile, mais cette palée de stabilité transverse peut être également réalisée en triangulation ou en cadre. Observons maintenant les problématiques de contreventement sur notre bâtiment en acier. Il est soumis aux tractions de vent sur ses façades exposées au vent dominant. On montre en rouge la résultante de la charge provenant de la façade rouge qu'on appelle pignon, et en bleu, celle de la façade bleue qu'on appelle le long pan. Avec un vent oblique, les forces bleues et rouges apparaissent en même temps. Ces charges globales se répartissent en charges uniformes sur les éléments horizontaux de reprise d'enveloppe, puis en charges ponctuelles sur les éléments principaux de charpente au niveau de la toiture et au niveau du sol. On isole ici les charges de vent appliquées à la toiture qui interviennent dans la problématique de contreventement d'un bâtiment. Ce sont ces charges qui apparaîtront dans la suite du cours. Côté structure, pour clarifier les différents éléments et leurs relations, on dessine la modélisation dont on ne laisse que la structure principale en poteaux-poutres. Dans cet exemple, qui représente la majorité des cas dans le bâtiment, toutes les liaisons sont articulées. Sous l'effort rouge, le bâtiment présentera un risque de déplacement d'ensemble dans le sens longitudinal. De même, sous l'effort bleu, il présentera un risque de déplacement d'ensemble dans le sens transversal. Le contreventement du bâtiment consiste à empêcher ces deux déplacements. Pour cela, on intervient sur les façades latérales du bâtiment et sa toiture avec une des modalités de contreventement vues précédemment pour diriger les forces horizontales vers les fondations. Pour simplifier, on va réduire le bâtiment à une seule travée. Cette simplification est appelée modèle de la boîte élémentaire. On reporte les charges horizontales et les déplacements associés. On s'intéresse à la force cerclée. Pour empêcher le déplacement de cette travée, on doit y placer un contreventement. On adopte une croix de Saint-André pour son expressivité, mais l'encastrement ou le remplissage serait également possible. On s'intéresse maintenant à cette deuxième force horizontale et à son déplacement associé. Comme précédemment, on doit placer un contreventement dans la travée et on adopte à nouveau une croix de Saint-André. Traitons cette troisième force horizontale et son déplacement associé.
Comme précédemment, on place un contreventement dans le pignon avec une croix de Saint-André. Pour finir, réalisons le contreventement de cette dernière force horizontale, car on peut observer qu'il reste encore un déplacement sous cette charge. Le choix immédiat serait d'utiliser le plan vertical comme nous l'avons fait jusqu'alors. Seulement cela reviendrait à fermer cette surface si nous utilisions un remplissage par exemple, et empêcher ainsi tout passage, alors que cette zone doit rester libre puisque c'est l'intérieur du bâtiment. Une deuxième option consiste à utiliser le plan de toiture pour faire transiter l'effort horizontal. En effet, si on positionne une croix de Saint-André horizontalement, on peut bloquer les derniers déplacements. La charge horizontale est transférée de la toiture jusqu'à la fondation, en compression et traction dans les éléments structuraux et contreventements existants. C'est cette option, souvent efficace et très économique, qui est choisie en priorité par les concepteurs, car elle permet de ne pas encombrer les espaces libres. Avec ces 4 plans contreventés, nous venons de réaliser un ensemble structurel stable pour toutes les directions d'effort horizontal. Ces 4 plans reliés les uns aux autres s'appellent le noyau de stabilité. En décomposant, on constate qu'on dispose de 2 plans verticaux et parallèles, les plans jaunes, un plan vertical de couleur verte et perpendiculaire au plan jaune, puis un dernier plan horizontal de couleur rose qui rigidifie la partie haute des plans. La règle générale qu'on en retire s'énonce comme suit. La condition minimale de stabilité des édifices est de disposer de 3 palées verticales ou 3 plans contreventés qui sont non toutes parallèles et non toutes concurrentes. Disposer également d'un diaphragme reliant les 3 palées. Un diaphragme est soit un plancher, soit un ensemble rigide horizontal. Notre boîte élémentaire respecte bien ces conditions. Les 2 palées jaunes sont parallèles, mais pas avec la verte. Les 3 palées sont concurrentes, 2 à 2, mais pas toutes les 3. Le diaphragme rose relie bien les 3 palées verticales. Ainsi, nous sommes bien en présence d'un noyau de stabilité. Voici un exemple où les conditions de stabilité ne sont pas réunies, qui demandent une modification de la conception. On voit par-dessus un plancher reposant sur 3 voiles béton, et on constate que les voiles béton sont concurrents. Ceci signifie qu'ils ne pourront s'opposer à la rotation initiée par l'effort excentré P. Ce type de déformation est très préjudiciable pour le comportement au flambement des voiles et des poteaux. Comme ces 3 voiles ne forment pas un noyau de stabilité, une bonne disposition constructive consistera à faire tourner un des voiles pour qu'il ne soit plus concurrent. Maintenant que nous avons défini ce qu'est le noyau de stabilité, poursuivons le contreventement de notre bâtiment en acier et intéressons-nous à la force cerclée. Comme nous l'avons fait pour le noyau stable, nous positionnons une croix de Saint-André dans le plan de toiture. On constate comme précédemment que la charge horizontale transite en traction et compression dans les éléments constructifs de la toiture jusqu'à la fondation en passant par le noyau stable. Puis, on procède de même pour les 2 travées suivantes. L'édifice tel qu'il est contreventé présente toutes les caractéristiques de stabilité. Par contre, on conçoit que l'extrémité risque de présenter un peu de déplacement sous des charges horizontales du fait de l'élasticité des matériaux et des jeux d'assemblage. Aussi, une règle de bonne conception est d'aider, quand cela est possible, le noyau de stabilité en ajoutant une palée de stabilité. Ici, on ajoutera une croix de Saint-André dans le plan vertical du pignon opposé. Maintenant que le bâtiment est correctement contreventé, on se propose d'optimiser les grandes croix de toiture et de pignon repérées en rouge et en vert. En effet, si elles sont efficaces théoriquement, leur longueur les rend souvent trop souples à l'usage et coûteuses à la réalisation. Une disposition constructive consiste à exploiter les structures secondaires pour segmenter les croix de Saint-André. Ici, avec les pannes et les poteaux de pignon,
On peut recouper les grandes croix en 3 croix plus petites. Mais est-il besoin de mettre autant de croix? La réponse est non. Nous avons vu au début de ce cours que l'on pouvait stabiliser plusieurs travées contiguës à l'aide d'une seule pallée. C'est déjà ce que nous avons adopté pour la façade de Longpan. Nous allons appliquer maintenant ce principe à la toiture et aux pignons. Il faut pour cela bien identifier les charges appliquées. Pour les charges bleues, une seule pallée est nécessaire. Il y en a donc 2 inutiles repérées par la zone bleue. De même pour les charges rouges, il y en a 3 inutiles repérées par la zone rouge. Et enfin les pignons, une seule pallée est aussi nécessaire. On en dénombre donc 2 inutiles repérées par la zone verte. Au bilan, il y a 10 croix qui peuvent être retirées, tout en conservant la raideur du diaphragme de la toiture et l'efficacité en pignon. On identifie les croix mobilisées pour la reprise des charges horizontales bleues. Les croix horizontales, de couleur rose, forment une poutre treillie, très efficace pour reprendre les efforts horizontaux. Elle s'appelle poutre au vent. On peut faire la même analyse pour la reprise des charges horizontales rouges. Les croix horizontales surlignées en rouge forment également une poutre au vent. Et on peut retenir la règle générale suivante. Pour contreventer une halle, il convient de concevoir une bande en U contreventée pour chaque direction de vent.